Les informations, c'est maintenant sur KVTV. Bienvenue à toutes et tous dans cette édition d'information dont voici les titres. Les forces vives de Guinée, les religieux, le Premier ministre se sont à nouveau rencontrés ce mercredi au centre islamique de Donka, au cœur des échanges, le chronogramme de la transition. Détail, c'est avec notre reporter dans cette édition. 300 employés qui se disent licenciés par la société UMS réclament justice et projettent des manifestations. Ces employés accusent la société licenciement abusif. Les Échos, c'est dans ce journal. Culture, dans cette édition de nos jours, les sculpteurs ont du mal à vivre de leur métier et rencontrent d'énormes difficultés depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19. Vous aurez Morsire Camara dans ce journal. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Encore une fois, bienvenue au sommaire de l'actualité. Les forces vives de Guinée, les religieux et le Premier ministre se sont rencontrés une nouvelle fois ce mercredi au centre islamique de Donka. Une rencontre pour rapprocher les différents partis autour du chronogramme de la transition. Ansoubaïlou Baldé pour le compte-rendu. Une rencontre décisive entre les forces vives de Guinée et le Premier ministre Bernard Goumou sous la médiation des religieux. Ce mercredi, au centre islamique de Donka, les représentants des différentes parties étaient autour de la table de dialogue. Un dialogue pour rapprocher les positions autour du chronogramme de la transition. Au sortir du huis clos, le porte-parole des religieux n'a pas souhaité donner d'amples informations sur la rencontre du jour. Au nom des religieux, nous voudrions rendre grâce, immense grâce à l'Éternel Dieu qui nous a octroyé ce jour. Ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui, c'est que les lignes bougent et que Dieu soit béni. Parce que les Guinéens sont autour de la même table. Et nous pouvons vous dire que dans un laps de temps, ce que nous nous sommes dit aujourd'hui sera connu par le public, par la grâce de Dieu. Ayons un peu de patience. Il faut des petits réglages pour que nous revenions à la presse et à l'opinion nationale et internationale pour vous faire savoir ce que nous nous sommes décidés. Mais nous pouvons vous rassurer que tout se passe dans les conditions les plus meilleures. Et que Dieu soit béni. Et que Dieu soit béni. Et comme je le dis, dans un laps de temps, vous serez informés de tout ce qui se passe. Nous, pour le moment, nous sommes toujours en huis clos. Mais nous avons parlé de beaucoup de choses, les choses qui concernent l'avancement et concernent la paix dans notre pays. Donc, il n'y a pas de préalable, mais nous sommes en train de parler des choses qui feront avancer notre pays, qui pourront amener la paix dans notre pays. A signaler que c'est la 4e rencontre entre les forces vives, les religieux et le Premier ministre depuis le début des pourparlers dans ce cadre de dialogue. Mais jusque-là, aucune réelle avancée. Des anciens employés de la société UMS licenciés en 2022 pour, disent-ils, avoir réclamé une amélioration de leurs conditions de vie et de travail ont organisé une conférence de presse dans la soirée de ce mercredi. Objectif, dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice. Ces travailleurs comptent organiser une manifestation devant le ministère de la Justice pour, disent-ils, exiger l'application du Code de travail. Compte rendu, Mamadou Tanouba. Les 300 employés qui se disent licenciés illégalement par la société UMS depuis 15 mois maintenant continuent de réclamer justice. Ce collectif, dirigé par Maoud Diaby, n'entend pas céder face à ce qu'il qualifie d'intimidation et de menaces de la part de la société UMS. Il sollicite l'implication de l'État pour le règlement de la situation de ces licenciés. Au jour d'aujourd'hui, c'est 1 millier de travailleurs que la direction générale de la société UMS a licencié sans règlement. Si vous vous rappelez, en 2018, le cas de Aboubakar Sidiki Mara, UMS a licencié 164 employés jusqu'au jour d'aujourd'hui qui ne sont pas rentrés en possession de leur règlement. Donc nous, 300 autres personnes, venons s'ajouter à la liste. Et 2 semaines plus tard, UMS a dressé une liste de congés techniques d'un demi-millier d'employés, de plus d'un demi-millier d'employés qui sont envoyés en congé technique. L'État doit assumer ses responsabilités, ses engagements face à ses entrepreneurs et face à son peuple. Dans sa démarche, le collectif est soutenu par la Maison des organisations de la société civile guinéenne. Alpha Bayo est le coordinateur de cette organisation. Au nom de sa structure, il compte mener des actions sur le terrain afin que ces travailleurs soient indemnisés. Il s'agira bien entendu d'organiser
des sittings devant la direction générale de l'UMS, devant le ministère de la Justice et devant, n'est-ce pas, le tribunal du travail. Nous n'abandonnerons pas. Ces jeunes accusent également la direction générale de la société UMS, je cite, d'un traitement salarial illégal entre les expatriés et les locaux ayant les mêmes compétences. L'insalubrité au marché de Yembeya, une situation qui inquiète les occupants des lieux. Depuis quelques mois, ce marché est devenu un dépotoir à ciel ouvert. Les vendeurs sont obligés de cohabiter avec les ordures. C'est un constat de Maman Aïssata Tawel Kamara. Des sachets plastiques, des eaux stagnantes, des mouches, des vers ça et là. Voici l'image peu reluisante que présente le marché Yembeya, ici dans la commune de Ratoma. Maman Aïssata Kamara, depuis des mois, cohabite avec ces ordures qui dégagent une odeur nauséabonde. Une situation nuisible pour sa santé. Selon elle, ce marché est devenu un dépotoir d'ordures. Vraiment, nous sommes fatigués de vivre avec ces ordures. Surtout quand c'est la saison pluvieuse, on ne pourra pas rester une minute dans ce marché. Pourtant, c'est ici que nous cherchons le prix de la dépense. Nous sollicitons de l'aide. Franchement, ce sont les citoyens du quartier qui viennent mettre les ordures. C'est dans ce même marché que Mamadi Touré fait son petit commerce pour subvenir à ses besoins. Cette insalubrité affecte sa clientèle. Tous les jours, nous payons les taxes, mais le marché est toujours sale. Les clientes qui viennent se limitent à la rentrée du marché. Quand on les demande, elles nous disent qu'elles ne payent pas nos marchandises parce que nous cohabitons avec les ordures. Les ordures ne sont jamais ramassées. Le constat révèle que dans ce marché, il n'y a pas de caniveau d'évacuation des eaux usées. La seule poubelle existante est débordée d'ordures. Le Ramadan est une période spéciale pour les musulmans. C'est en cette période que des fidèles implorent la grâce divine à travers les prières nocturnes. L'une des recommandations de ce mois saint est l'aumône. Notre reporter Néné Moubalde a rencontré un imam. Suivez. L'aumône est un don que l'on fait à une personne qui vit dans la misère pour l'assister. Celui ou celle qui la lève aurait fait un signe de foi, de bonté, de sincérité et d'humilité. Selon les religieux, l'aumône est non seulement recommandée, mais aussi obligatoire pour tout musulman financièrement stable. Donner la charité à ceux qui sont dans le besoin fait partie de la nature du musulman et constitue un des 5 piliers de l'islam. C'est l'aumône du jeûne. L'aumône qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé pour tous ceux qui gênent, mais pour qui on donne ça aux orphelins, aux miskines, aux démunis, aux fuqara. Même si on n'a pas pu gêner par maladie, on est en voyage, en l'état de grossesse, on est une femme nourrice, on n'a pas pu gêner, l'aumône on doit acquitter. Donc selon la Ligue islamique, ça mesure 2,5 kg, 2,5 kg par tête. Ce 2,5 kg par tête compose 2,5 kg. Vous pouvez accumuler 1 kg de riz que vous mangez. 4 000, peut-être 4 000, 4 000, 8 000, 12 000, 12 500. C'est obligatoire pour chaque qui a le moyen. Quiconque a le moyen devrait l'acquitter. Quiconque gêne les 30 jours ou 29 jours n'a pas pu donner l'aumône, son jeûne est arrêté. Ça, on ne peut pas l'accorder. En cette période de Ramadan, les musulmans multiplient des dons, des gestes qui permettent aux plus vulnérables, notamment les orphelins, les veuves, les malades et les nécessiteux, d'avoir un statut égal dans la société. Les femmes sont devenues de nos jours un levier incontournable dans le développement socio-économique du pays. Même si leur participation dans certains domaines reste encore limitée, elles sont cependant nombreuses à se frayer un chemin dans les métiers considérés comme réservés aux hommes. C'est le cas de Ramatoulaye Diallo, ingénieur en pont et chaussée et qui a participé à la réalisation de nombreux projets. Son portrait avec Mariama Bouibari. On ne naît pas femme, on le devient.
Cette phrase illustre bien le dynamisme de Ramatoulaye Diallo. Ingénieure en pont et chaussée, elle a participé à la réalisation de nombreux projets, notamment les tours jumelles de Bambeto, l'hôpital sino-guinéen, l'échangeur en cours de construction au carrefour de Bambeto. Très active et engagée dans son travail, la jeune femme a de l'amour pour ce métier. En fait, depuis quand j'étais au lycée, j'ai voulu faire ce métier parce que mon père, il a fait génie militaire. Donc, depuis je le voyais faire ces mouvements, j'ai eu l'engouement. Je lui ai demandé, papa, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le génie militaire? Maintenant, il dit, tu ne peux pas faire génie militaire, mais tu peux faire génie civil si tu aimes la construction. Je lui ai dit, ok, j'aime. Comme de nombreuses femmes évoluant dans le secteur en majorité dominé par les hommes, Ramatoulaye Diallo s'est aussi heurtée à certaines difficultés. Avec les hommes, quand on voit que tu te bats, souvent là, il y a la jalousie entre vous. Donc souvent quand on vous porte des postes de responsabilité, les hommes n'acceptent pas ça. Ils vont dire qu'une femme ne nous commande pas, une femme ne nous dirige pas. Et étant donné dans le métier, il n'y a pas ça. Sur ce nouveau chantier où elle travaille depuis 5 mois, la bravoure de la jeune femme est très appréciée par ses collègues. Elle travaille avec nous, on les respecte tellement, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui veulent faire ce travail-là. Donc celles qui ont accepté de venir travailler avec nous, donc qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons juste apporter notre aide et notre respect et notre continuation, encore notre encouragement, pour encore inviter d'autres femmes à sortir dans les rues, à sortir dans les maisons. En Guinée, le constat révèle que l'accès des femmes à certains emplois reste très limité. Pour les observateurs, cela est dû principalement à un manque de volonté des jeunes filles à s'orienter dans des filières techniques. Le monument du 22 novembre, symbole de la résistance populaire face à l'agression portugaise en 1970, est une image représentée sur l'esplanade du Palais du Peuple. Certes, c'est une représentation artistique, mais c'est aussi un monument qui symbolise et exprime une phase de l'histoire de la Guinée. Que savoir sur ce monument? La réponse est dans cet élément de Aïssata Kourouma. Situé sur l'esplanade du Palais du Peuple, ce monument symbolise la victoire du peuple de Guinée contre l'agression portugaise le 22 novembre 1970. Pour les Guinéens, il symbolise aussi la liberté et la détermination de tout un peuple. Cet historien se souvient encore de cette agression portugaise. L'importance de ce jour, c'est que la Guinée a été victime d'une agression portugaise suite à une coalition entre le colonialisme portugais qui était la métropole de la Guinée-Bissau et des Guinéens hostiles au pouvoir de Sékou Touré. Donc cette coalition-là, les Portugais avaient pour mission de libérer des prisonniers portugais arrêté par le PAJGC d'Amilcar Cabral. Selon Abdoulaye Sayon Fofana, ce monument est un symbole de la résistance. La Guinée a été pionnière dans la souveraineté en matière d'émancipation, en matière d'indépendance. La Guinée a eu un parcours solitaire pour son accession à l'indépendance. C'est la seule colonie qui a dit non pendant le référendum du 28 septembre 1958. D'après l'histoire, le 22 novembre 1970, le Portugal a agressé la Guinée dans le but de déstabiliser le régime de Ahmed Sékou Touré. Malgré son potentiel, la Guinée peine encore à développer son secteur touristique. Conséquence directe, les sculpteurs ont du mal à vivre de leur métier, une situation qui s'explique par la rareté des touristes dans le pays. Ces artisans font face à d'énormes difficultés. Nos reporters Lansana Fofana et Morsire Kamara ont fait une immersion dans quelques ateliers. Suivez. Assis devant son atelier, avec un regard dans le vide, Aski Bagaya est sculpteur. Avant la pandémie de Covid-19, il faisait un bon marché avec les touristes. Mais aujourd'hui, il a du mal à avoir un client par jour. On travaille avec les touristes, les Européens, les Américains et les Chinois. Donc pour le moment, il y a moins de blancs, quoi. Beaucoup d'Africains n'aiment pas les objets d'art.
comme c'est produit ici, revendent ici, donc les Africains, ce n'est pas les Africains venus d'ailleurs, de l'Europe, de l'Amérique, c'est eux qui s'intéressent. Comme Aski Bagaya, ils sont nombreux ces sculpteurs guinéens qui traversent ces derniers temps des moments difficiles. C'est le cas de Alassane Sidimé. Ce dernier souhaite une vraie politique de développement du secteur touristique. Si les foires là sont organisées pendant les 2 ou 3 mois, les trimestres là, les touristes là aussi auront encore, tu vois, l'acte de venir ici chaque fois. Et puis encore notre culture là, notre art là aura avoir, comment dire, de valeur primordiale actuellement dans la société. Pour cette cliente, les sculpteurs guinéens ont un talent qui va au-delà des frontières du pays. C'est de la belle qualité, c'est du beau travail, bien fini, c'est très joli, c'est très fin, c'est très joli. Ils continuent dans cette profession et qu'ils transmettent leur savoir. Le développement du secteur touristique et artisanal est le souci primordial de ces sculpteurs, afin qu'ils puissent vivre du fruit de leur créativité. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi.